Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va poursuivre le récit de la vie de Philippe Kieffer, fondateur et chef du fameux Commando Kieffer. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous pouvez mettre la vidéo en pause et aller voir les épisodes précédents dont vous trouverez les liens dans la description. On poursuit donc aujourd'hui notre enquête sur les traces de cet homme et on va aujourd'hui s'intéresser particulièrement à sa carrière civile, sa carrière de banquier, qu'il a menée durant les années 1920-1930 en Haïti. Un banquier vivant sur une île des Caraïbes et sans contact avec le monde militaire avant 1939. Voilà qui a de quoi surprendre quiconque s'intéresse au parcours de Philippe Kieffer en connaissant la suite de son histoire. Ces 20 années ont pendant longtemps constitué une zone d'ombre, une source de légende sur le personnage, laissant libre cours à de multiples fantasmes. C'est ainsi qu'une image complètement faussée s'est construite. C'est cette image que j'ai tenté de déconstruire en écrivant ce livre, afin de dresser le portrait historiquement le plus juste. Revenons donc au discours répandu, à cette biographie type du personnage que l'on peut encore trouver sur de nombreux sites et publications. Ses études lui font retrouver la métropole. Il étudie à Paris et est diplômé de l'école des hautes études commerciales HEC. Par la suite, il travaille en Haïti, aux États-Unis et au Canada en qualité de directeur de banque. Comme je vous l'ai déjà dit et plus que jamais, presque tout ici est faux. L'enquête de René Estienne, dont je vous ai là aussi déjà parlé, avait apporté quelques éléments nouveaux. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il avait en effet fallu attendre 2008 pour que quelqu'un s'intéressant au personnage consulte une source aussi incontournable que le dossier individuel d'officier de Kieffer, conservé au service historique de la Défense à Vincennes. Malgré cela, d'importantes lacunes subsistaient et il ne semblait pas y avoir beaucoup d'autres pistes à exploiter. Et pourtant, alors que je cherchais tout autre chose, j'ai retrouvé des documents qui m'ont éclairé sur cette période de sa vie. C'est en effet dans les archives de l'organisation internationale pour laquelle il a travaillé à partir de 1946 que j'ai pu trouver 2 CV rédigés de sa main et qui m'ont appris ce qu'il avait fait dans sa jeunesse. Ce sont à ce jour les seuls documents permettant de connaître dans le détail son parcours professionnel en Haïti. Bien sûr, il faut prendre ce genre de source avec tout le recul nécessaire, car qui ne gonfle pas un petit peu son CV, d'autant plus que les informations ne sont pas toujours formulées de la même manière et que la chronologie s'y contredit parfois. Alors qu'apprend-on à la lecture de ces documents? À l'issue de sa scolarité à Jersey, Philippe Kieffer est donc rentré en Haïti. Au cours des années précédentes, la situation de la famille s'est sérieusement dégradée. Lors de la rédaction de mon livre, j'avais dû me contenter d'éléments transmis oralement et indiquant que la famille avait connu des difficultés dans son commerce car Philippe Kieffer père se serait révélé médiocre en affaires. Mais je n'avais aucun élément concret, aucune documentation contemporaine pour les étayer. C'est en écrivant cet épisode que j'ai pu découvrir des informations plus précises en me replongeant dans les journaux haïtiens. J'ai ainsi retrouvé 2 articles qui montrent qu'en novembre 1912, Philippe Kieffer père se retrouve dans de grandes difficultés financières. Ayant avancé des sommes colossales dans des affaires où il ne put récupérer sa mise, il prit la fuite en embarquant déguisé sur un navire en direction de l'Europe, laissant à ses créanciers des centaines de milliers de dollars et de francs de dette. Madame Kieffer, qui resta sur place, passa plusieurs années à régler les conséquences de cette faillite devant les tribunaux. Son époux finit tout de même par rentrer en Haïti sans que l'on sache dans quelles circonstances ni à quelle date. Le pays dans lequel Philippe Kieffer fils rentre en 1916 n'a plus rien à voir avec celui qu'il avait quitté 6 ans plus tôt en 1910. Car depuis 1915, les troupes américaines occupent Haïti. Cette invasion est l'aboutissement d'un long processus de contrôle des finances et de l'économie haïtienne par les États-Unis. La Banque nationale d'Haïti, dont je vous ai déjà parlé, était, on l'a dit, avant tout française et contrôlée depuis Paris. Mais bien que reposant sur des capitaux privés, elle avait tous les pouvoirs d'une banque publique d'État, à commencer par l'émission des billets et la charge de la trésorerie d'État. Elle prélevait enfin des commissions astronomiques sur toutes les transactions que l'État haïtien devait faire, à commencer par la perception des impôts. En 1903, les autorités haïtiennes commencèrent à accuser la Banque nationale de surfacturation frauduleuse. La lutte entre le gouvernement et la banque dura de nombreuses années. Le 21 octobre 1910, la BNH fut finalement dissoute et remplacée par la Banque nationale de la République d'Haïti ou BNRH. Ce nouvel établissement était également d'origine française mais relevait d'un consortium créé autour de la Banque de l'Union parisienne et de la National City Bank of New York.
Dès lors, les financiers américains poussèrent à une mainmise toujours plus grande des États-Unis sur Haïti. À tel point qu'en décembre 1914, les Marines américains débarquèrent à Port-au-Prince, se saisirent des 500 000 $ de réserve de la Banque nationale et les embarquèrent sur leurs navires pour les déposer à la National City Bank of New York. Au 1er janvier 1915, les Américains se proclamèrent protecteurs officiels de la BNRH et la bannière étoilée remplaça le drapeau d'Haïti sur la façade de la banque. Mais cette mainmise américaine était de plus en plus contestée et une source d'affrontement dans un Haïti qui, en 1915, en était à son 5e président en 5 ans. Le président Jean Vilbrun-Guillaume Sam, qui menait une politique pro-américaine, faisait alors face à une révolte menée par l'ancien secrétaire d'État Rosalvo Bobo, soutenu par les intérêts allemands et à la tête de 3000 cacos, des paysans révoltés. Le 27 juillet, le président Sam et le général Étienne, chef de la police, firent massacrer 167 prisonniers politiques enfermés au pénitencier national, dont l'ancien président de la République, Oreste Zamor. Les 2 hommes furent pourchassés par la foule. Le général Étienne fut lynché à mort après avoir trouvé refuge au consulat dominicain. Le président Sam, qui s'était quant à lui réfugié à la légation de France, en fut arraché, lynché à son tour et les morceaux de son cadavre traînés dans toute la ville. La voie était ouverte pour que Rosalvo Bobo et avec lui les intérêts allemands prennent le contrôle d'Haïti. Le soir même, tenant enfin leur prétexte, les Marines américains débarquaient à Port-au-Prince. Suivant un plan établi depuis plus d'1 an, ils prirent le contrôle du palais présidentiel et des bureaux de douane. La loi martiale s'abattit sur tout le pays. Les journalistes furent muselés ou emprisonnés. Les autorités américaines présentèrent cette invasion comme une nécessité pour éviter que ce pays instable ne tombe entre les mains des Allemands. Après avoir pris le contrôle de toutes les administrations clés, ils firent élire un président qui leur était favorable. Un protectorat américain s'instaura donc de fait. Rapidement, les Américains entreprirent la construction de routes pour relier l'arrière-pays montagneux à la côte. Mais ne comptant pas rémunérer les Haïtiens pour cela, ils ressuscitèrent la corvée. Aux yeux des Haïtiens, ces réquisitions étaient un véritable retour à l'esclavage. Des paysans armés fuirent dans les montagnes où ils formèrent des maquis qui attaquaient les troupes américaines. En représailles, les Américains ligotèrent les travailleurs forcés pour les empêcher de fuir. Ceux qui y parvenaient et étaient rattrapés étaient traités comme des déserteurs et exécutés. Des milliers d'Haïtiens furent ainsi tués dès les premiers mois de l'occupation. En cette année 1917, les Américains entreprennent de faire adopter une nouvelle constitution à l'Assemblée nationale haïtienne, qui permettrait aux étrangers de posséder des terres, chose impossible depuis l'indépendance du pays. Face au refus des députés haïtiens, les Marines les dispersent donc manu militari et font passer cette nouvelle constitution qui marque le début d'une plus grande implantation économique américaine dans le pays. Puisque nous parlions de 1917, il est temps de s'intéresser à une autre question importante, celle de la situation militaire de Philippe Kiefer. Je rappelle que nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, et ayant 18 ans en octobre 1917, Philippe Kiefer est donc théoriquement mobilisable. Son frère Marcel, tout juste sorti de son école de Jersey, s'est d'ailleurs engagé volontaire en mai 1915. Il combattit ainsi sur plusieurs fronts d'Europe jusqu'à sa démobilisation en septembre 1919. Il fut en outre décoré de la Croix du combattant volontaire, de la médaille interalliée et médaillé des Dardanelles, de Serbie et de France. Mais pour le jeune Philippe, les choses sont plus compliquées puisqu'il est rentré en Haïti depuis plus d'1 an lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans. Il n'est donc pas rentré en Haïti en 1921, comme on peut parfois le lire. Outre le fait que cela lui ferait passer son bac à 22 ans, cette hypothèse semble improbable car s'il n'avait pas été en Haïti à cette époque, s'il s'était trouvé en France, il aurait pu être mobilisé et aurait pris part à la Grande Guerre. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Il n'a pas non plus suivi des cours d'élève officier de réserve à l'école navale en 1918, comme cela a parfois été écrit. Comme il l'écrira lui-même dans une lettre de décembre 1954, « Avant mon engagement pour la durée de la guerre en 1939, je n'ai aucun état de service. » C'est dans cette même lettre que l'on trouve l'explication de cette situation particulière. J'ai demandé en 1918 à contracter un engagement pour la durée de cette guerre, mais l'ambassade ne recevait pas alors des ordres permettant aux citoyens français de s'engager. Après la guerre 1914-18, je passai mon conseil de révision avec la classe 19 en 1920. Là encore, l'ambassade de France n'avait pas la possibilité de me faire partir pour faire mon service en France, et je bénéficiais de la loi qui dispensait les citoyens français nés à l'étranger et domiciliés à l'étranger du service militaire. Pour ne pas se contenter des seules déclarations de Philippe Kiefer, René Estienne a fait quelques recherches. Il a montré que celui-ci est appelé en juin 1918 pour rejoindre le 57e régiment d'infanterie. Ne pouvant être rapatrié en raison des hostilités, il se retrouve enregistré comme insoumis le 16 novembre 1918, sans doute en raison d'une erreur administrative puisque sa situation est régularisée en mars 1920.
Philippe Kiefer n'a donc aucune expérience militaire avant 1939. Venons-en maintenant à ses études et à sa vie professionnelle. On a vu qu'il est souvent dit que Philippe Kiefer est un ancien élève d'HEC Paris, mais ça n'a jamais été le cas. Et pourtant, ce n'est pas la seule partie de son cursus qui a fait l'objet de confusion. On va donc restituer tout cela, notamment dans sa chronologie. Les différents CV de Philippe Kiefer nous apprennent qu'il est titulaire d'un baccalauréat ès-lettres. Il obtient ensuite un diplôme de premier cycle universitaire qu'il nomme parfois gradué ou baccalauréat américain partie commerciale et bancaire et obtenu auprès de la Salle Extension University. La Salle Extension University était une université privée située à Chicago qui centrait son enseignement sur le monde des affaires et la formation professionnelle. Ouverte en 1908, elle était l'un des seuls établissements américains à avoir obtenu l'autorisation du National Study Council et de l'État de l'Illinois de dispenser des enseignements et de délivrer des diplômes par correspondance. Aucun élément ne nous permet de dire que Philippe Kiefer a étudié à Chicago, et ce n'est sans doute pas un hasard si ce jeune vivant en Haïti a fait appel à la seule université américaine dispensant des diplômes par correspondance. Dans certains documents, Philippe Kiefer évoque également un diplôme équivalent HEC à l'université de New York. Mais la formulation, qui varie volontiers, semble faite pour laisser au lecteur le soin de s'imaginer ce qu'il veut. Selon toute vraisemblance, elle semble liée au fait que la Salle Extension University revendiquait une reconnaissance équivalente de ses diplômes entre Chicago et New York. En 1919, alors qu'il est étudiant, Philippe Kiefer se fait embaucher sur les lignes de navigation de la Compagnie du Panama, qui gère notamment les trajets entre tous les ports haïtiens, New York et l'Europe. Après cette première expérience professionnelle, il entame une carrière de banquier. Là encore, Philippe Kiefer est le fruit de son temps, il ne devient pas banquier par hasard. La finance est en effet un secteur en plein essor en Haïti depuis l'installation des Américains. En effet, l'invasion américaine et les réformes qu'ils imposent dans le domaine financier entraînent l'installation de plusieurs banques dans le pays. Les deux frères Marcel et Philippe Kiefer se lancent dans cette aventure et suivront des chemins similaires. Tandis que Marcel entre à la Royal Bank of Canada, dont il deviendra chef de service puis sous-directeur, Philippe travaille à l'American Foreign Banking Corporation en 1920-21. Mais en 1921, à la surprise générale, cette banque ferme sa succursale de Port-au-Prince. Philippe Kiefer, qui évoque également dans son CV 2 ans en tant qu'agent de change à son compte sans donner de date, entre donc à la National City Bank of New York qui vient d'entrer massivement au capital de la Banque nationale de la République d'Haïti. La BNRH était encore sous le contrôle des Français lors de sa création en 1910, bien que plusieurs banques américaines soient entrées au capital. Mais en 1919, Citibank racheta toutes les actions et prit le contrôle total de l'institution. Les Américains ne feront pas mieux que les Français puisque Citibank siphonnera un bon quart des revenus d'Haïti sans contribuer à son développement. Âgé de 22 ans, Philippe Kiefer se trouve donc une situation confortable dans le milieu de la finance. Jeune et dynamique, c'est un bel homme d'1,90 m solidement bâti. Passionné de sport, il pratique non seulement la natation, l'escrime, l'équitation, mais également le golf, le tennis, le rugby et surtout le football. En me replongeant dans les journaux haïtiens pour écrire cet épisode, j'ai découvert de nouveaux éléments que je vous révèle dès aujourd'hui. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces articles prouvent qu'en 1925-1926, Philippe Kiefer était le gardien de but de l'équipe nationale haïtienne de football. En 1925, le troisième match opposant les équipes nationales haïtiennes et jamaïcaines est ainsi relaté par la presse haïtienne. Un merveilleux exemple de mauvaise foi teintée de chauvinisme, digne des supporters de football déçus des résultats de leur équipe. Redoublant d'ardeur, nos arrières portent le ballon à quelques 5 mètres des Jamaïcains. Un shoot manqué le leur laisse. Après des passes magnifiques déjouant les efforts inouïs des nôtres, ces terribles Jamaïcains n'ont que Kiefer contre eux. Le ballon est shooté au but. Notre incomparable goalkeeper bondit dans la boue et, oh, 2 veines carabinées, ses pieds glissent, il tombe et le ballon roulant sur son dos va entrer dans le filet. Malédiction. L'assistance trépigne de colère. Décidément, s'écrie-t-on, nous jouons de 2 veines. Sans cet accident de terrain, nous sortions vainqueurs. Kiefer se relève et, loin de se décourager, oppose la plus belle résistance qui soit. C'est ainsi qu'à la satisfaction générale, malgré ce goal auquel les braves Jamaïcains eux-mêmes n'accordent pas la valeur réelle d'un goal classique, la partie d'hier s'est terminée comme si elle était nulle. Certes, elle a consacré la victoire des Jamaïcains dans le match Jamaïque-Haïti, mais personne ne contestera à l'équipe haïtienne les brillantes qualités de souplesse, d'endurance et de rectitude dont elle a fait preuve au cours des 3 rencontres. Philippe Kiefer tombe bientôt amoureux d'une jeune haïtienne de nationalité britannique, son aînée de 2 ans, Anita Marguerite Walter Scott. Il l'épouse le 21 octobre 1921 à la mairie de Port-au-Prince, 3 jours avant son 22e anniversaire.
Le couple vit dans le quartier de Turgot où est installée la famille de Philippe. De leur union naissent 2 enfants, un fils, Claude, le 7 décembre 1923, et une fille, Maëlle, le 28 juin 1925. En novembre 1924, Philippe Kiefer père décède à l'âge de 58 ans. J'ai longtemps cherché ce qu'il était devenu et c'est en préparant cet épisode que je suis tombé sur cette nécrologie dans la presse haïtienne. À sa lecture, il apparaît que le souvenir qu'il laissa ne fut pas celui d'un commerçant en échec ayant fui ses créanciers, mais plutôt celui d'un professeur de mathématiques particulièrement apprécié. En 1922, après 5 ans de négociations infructueuses pour faire accepter un nouveau prêt aux autorités haïtiennes, les Américains font élire un nouveau président, Louis Borneau, admirateur de Mussolini et favorable à l'occupation américaine. Celui-ci accepte le prêt émis par la National City Bank qui obtient au préalable la garantie que les États-Unis administreront les finances haïtiennes jusqu'à son remboursement. La banque au sein de laquelle Philippe Kiefer vient d'entrer et au sein de laquelle il fera presque toute sa carrière, finit ainsi par contrôler la quasi-totalité de la dette du pays. Elle fait rapidement de lui le chef inspecteur de ses succursales sud-américaines et antillaises, le conduisant à de multiples déplacements. Ils lui permettent de faire valoir ses compétences de polyglotte, lui qui s'exprime aussi bien en français qu'en anglais ou en espagnol. Ces nombreux voyages sont aussi l'opportunité de se tisser un vaste réseau de relations sur le continent américain. Il obtient ainsi de très importantes décorations étrangères, dont celle d'officier de l'ordre du libérateur Simon Bolivar, plus grande distinction décernée par le Venezuela. Philippe Kiefer est donc le représentant de cette banque américaine en Haïti. Fondé de pouvoir, inspecteur général de Citibank, il devient l'un des sous-directeurs de la Banque nationale de la République d'Haïti en avril 1928, ce que j'ai pu dater grâce à la presse haïtienne. Elle nous permet d'apprendre qu'à l'époque, cette nomination est inédite parce que ce nouveau poste est créé pour lui, et parce que pour la première fois, ce n'est pas un Américain qui est choisi pour un poste clé, une perspective dont se réjouit le journal haïtien Le Nouvelliste le 18 avril 1928. Nous venons d'apprendre avec plaisir que M. Philippe Kiefer a été nommé sous-directeur de la Banque nationale de la République d'Haïti. Les affaires de cette banque nécessitant un 3e directeur vu l'ampleur qu'elles prennent, nous sommes heureux de constater qu'on n'a pas pensé à nous envoyer un étranger des États-Unis et qu'on a préféré choisir quelqu'un du pays. C'est une bonne nouvelle à l'adresse de la banque et nous félicitons son directeur, M. Woolries. On voit donc que Philippe Kiefer n'est absolument pas banquier à New York, à Londres ni même au Canada. Il est un banquier français installé en Haïti et travaillant pour la Banque nationale de la République d'Haïti, qui se trouve être, à ce moment-là, la filiale d'un groupe bancaire américain. Et son frère Marcel est son homologue auprès de la Royal Bank of Canada. C'est tout. Philippe Kiefer a pu aller à New York à plusieurs reprises pour des réunions dans le cadre de ses fonctions d'inspecteur de Citibank, comme en attestent les tampons et visas sur son passeport, mais il ne vivait pas et ne travaillait pas là-bas. Il faut définitivement mettre fin à cette image du banquier new-yorkais qu'on trouve encore aujourd'hui répétée à l'envi. Quoi qu'il en soit, avec un tel poste, Philippe se trouve être parmi les personnes les plus importantes d'Haïti. Avec en plus Marcel comme sous-directeur de la Royal Bank of Canada, la fratrie Kiefer jouissait d'un poids considérable dans le petit monde de la finance haïtienne. Directeur adjoint d'une telle institution, Philippe Kiefer était-il pour autant inféodé aux intérêts américains? Rien n'est moins sûr. Sa place en faisait en effet un allié de choix, un instrument à l'intérieur du système pour les responsables politiques et financiers français. C'est sans doute pour cette raison qu'il fut nommé conseiller honorifique du commerce extérieur pendant 7 ans, près de la légation de France. Il avait donc pour mission officielle de favoriser les intérêts de la France dans le pays. Il fut également secrétaire de la Chambre de commerce française de Port-au-Prince que son père avait cofondée. Philippe Kiefer est également un membre actif avec son frère Marcel de la Société française de secours mutuel et de bienfaisance, dont leur père avait été vice-président. Parmi le millier de Français vivant en Haïti à cette époque, il est donc l'une des personnalités les plus en vue. Ses relations au sein du pouvoir sont importantes, côtoyant ministres et secrétaires d'État et même jusqu'à la présidence de la République haïtienne. Alors que va-t-il se passer dans la vie de cet homme installé, reconnu, disposant d'un vaste entre-gens à la situation confortable, pour qu'il se métamorphose en si peu de temps et se retrouve dans le rôle d'un chef de guerre au sein d'une armée rebelle? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à laisser un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.